Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous parle de bande dessinée, mais pas n'importe quelle, ça va être celle que j'ai lue pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Alors attendez-vous à avoir peut-être des frissons ou peut-être plus une ambiance cocooning, ça va dépendre des lectures. Et la première bande dessinée dont je vais vous parler, c'est même pas une bande dessinée et en plus elle n'était même pas sur ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. C'était un petit ajout de dernière minute que j'ai lu à la toute fin du challenge, donc je l'inclus ici dans ce bilan lecture. Il va s'agir de Capitaine Rosalie par Timothée Defonbelle et illustré par Isabelle Arsenault, une illustratrice québécoise que j'affectionne énormément. Et l'auteur aussi, vous savez l'amour que je porte à sa plume. Donc quand j'ai vu que les deux étaient réunis dans un seul et même ouvrage, j'ai pas pu m'empêcher de demander un service presse à Gallimard Jeunesse, que je remercie énormément pour cet envoi. Pour vous faire un petit résumé, ici on va suivre Rosalie qui est toute petite, qui a à peine l'âge pour aller à l'école. En fait, elle est même trop jeune pour aller à l'école, mais comme sa mère travaille dans une usine pendant que son papa est parti à la guerre, est parti combattre au front, elle n'a pas d'autre choix que d'aller à l'école avec les plus grands. Mais la petite Rosalie, elle est capitaine et elle a un plan et rien ne peut leur déroger. Et ça va être un mystère tout au long du livre. Je ne vais pas vous parler de c'est quoi son plan, mais quand c'est révélé à la toute fin, on ne peut pas juste s'empêcher d'être tellement touché par cette histoire-là, qui est une belle histoire de détermination, même au plus jeune âge. C'est un petit album que je vous recommande si vous aimez les petites histoires qui sont très touchantes. Ensuite de ça, j'ai lu deux comics. Le premier, c'est Moonstruck par Grace Ellis et She Beagle. Le premier tome ici, c'est Magic to Brew. Et c'est bien sûr un comic en VO qui n'a malheureusement pas été traduit encore. Ici, on va suivre l'histoire d'une fille, une barista dans un café, qui en fait est une loup-garou, parce qu'à chaque fois qu'elle vit des émotions très fortes, elle va commencer à se transformer. Donc il faut vraiment qu'elle fasse attention à ce qu'elle ressent. Et là, comble du malheur, elle tombe en amour avec une fille qui elle aussi est une loup-garou. Notre héroïne va vouloir inviter sa nouvelle copine dans un rencard et elles vont aller dans un spectacle de magie, mais un spectacle de magie avec un magicien assez frauduleux qui va voler certaines choses à certaines personnes. Là, ça a l'air assez flou comme ça. Moi, je sais qu'est-ce que le magicien a volé, mais je peux pas vous en parler parce que sinon ça vole vraiment le dénouement de l'histoire. Pour moi, ça a été vraiment une lecture toute chou, toute mignonne, avec des couleurs pastel. Vraiment une lecture hyper cocooning, avec quelques petits frissons, je dois l'avouer, si vous êtes très peureux comme moi. Et le deuxième comic, il s'agit de Plutona par Jeff Lemire, Emily Lennox et Jordi Belair. Ici, comme vous voyez, j'ai vraiment les volumes séparément du comic. Il manque, je pense, le dernier pour compléter le premier tome. Que je n'ai pas pu trouver d'occasion, mais vraiment j'ai passé tellement un bon moment avec les 4 premiers qu'il a fallu que j'emprunte le dernier à la bibliothèque, mais pas le dernier en fait, juste comme le bind-off au complet, donc c'était vraiment bon à ce point. Ici on va être dans une ambiance plus Stranger Things ou Riverdale, si vous connaissez ces séries-là sur Netflix, donc une ambiance dans une petite banlieue assez mystérieuse avec des choses étranges qui se passent. Ici, on a des super-héros. C'est vraiment courant que les super-héros soient là et qui combattent le crime. Et on va suivre une bande d'ados qui sont plus ou moins amis, mais que le destin va mettre sur le chemin des uns des autres. Et il y en a un d'entre eux qui va se rendre compte de la disparition d'une super-héroïne du nom de Plutona. Ils vont essayer d'aller percer ce mystère-là jusqu'à temps qu'il tombe sur son corps. Et là, il y a plein de choses qui vont découler de ça. Est-ce qu'ils vont le dire à la police? Qu'est-ce qu'ils font avec le corps? Est-ce qu'il faut qu'ils l'annoncent? Parce que s'ils l'annoncent, c'est la plus grande super-héroïne, donc les super-vilains vont venir envahir la ville. Il y a plein de choses comme ça qu'ils doivent prendre en compte et ils vont quand même se tisser des liens d'amitié à travers tout ça. Ici, j'ai deux tomes d'une série québécoise sur les créatures fantastiques, donc créatures fantastiques du Québec. Ici, c'est le tome 2, ils sont à l'envers. Et le tome 1 par Brian Perrault et le graphisme, illustration, la mise en page par Alexandre Girard. Donc ici, je dois vous avouer que c'est mon gros flop du challenge parce que j'ai vraiment pas aimé ça.
D'une part parce que c'est écrit sur la couverture Créatures fantastiques du Québec. Donc je m'attendais à des mythes, des légendes. 75% des histoires là-dedans, c'est sur des fantômes ou des têtes coupées ou des trucs comme ça. Donc pour moi, ça rentre vraiment pas dans la catégorie des créatures fantastiques. Il y a aussi la mise en page qui a joué vraiment sur mon appréciation du livre parce que j'ai vraiment pas du tout accroché au style graphique. Les illustrations étaient assez brouillons et la mise en page nuisait vraiment à la lecture. Parfois, il y avait des gros passages qui étaient cachés par certains éléments qu'il y avait dans le livre. Donc souvent ça se répétait le texte sur la page suivante, mais des fois que ça se répétait pas du tout, donc on manquait des bouts de l'histoire. Donc pour ça, je pense que j'ai donné comme une étoile sur Goodreads. Je suis vraiment désolée pour les fans de cette série-là, mais pour moi c'était vraiment pas ce que j'attendais d'un livre avec un titre comme ça. Et ensuite de ça, j'ai un autre livre québécois qui est un peu un livre illustré, un beau livre ou même avec des bandes dessinées à l'intérieur. Il s'agit de Un hermier de Montréal, édité chez La Pastex. C'est un collectif et le design est fait par Nouvelle Administration, un studio de design graphique ici à Montréal. La qualité du livre est vraiment incroyable, donc je m'attendais à un contenu qui égalait un peu son aspect visuel, mais malheureusement j'ai été déçue. Faut dire que moi j'aime la fantaisie, les séries à rallonge avec 10 tomes, avec 3 trilogies de suite. Donc ici on a un recueil avec des courts textes qui expliquent certaines plantes ou certains arbres ici à Montréal, accompagné souvent d'un poème, très court poème, ou d'une petite bande dessinée, mais je pense qu'il y en a juste 2-3 à l'intérieur. Donc moi ça a été un peu un choc parce que la poésie je connaissais vraiment rien. Je suis contente d'être sortie de ma zone de confort par contre, parce que ça c'est vraiment difficile quand on aime un genre en particulier de sortir de là. Donc moi je suis vraiment sortie de ma zone de confort avec ce livre-là. J'ai apprécié quelques poèmes, pas tous. Il y en a que je comprenais plus ou moins, mais ce que j'ai vraiment aimé aussi, c'est les descriptions des plantes, des arbres qu'on peut retrouver à Montréal. Donc cet été, je vais regarder vraiment la végétation urbaine d'un autre œil. Et ensuite de ça, j'ai Suzine et le Dorme-éveil, un album par Anna et Lefebvre aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. Les dessins sont sublimes. Ici, on est dans un style un peu à la Tim Burton, à la Benjamin Lacombe, avec des petites créatures mignonnes mais qui font peur en même temps. C'est un peu un mélange entre un univers circassien et Alice au Pays des Merveilles, donc vous pouvez vraiment vous imaginer de quoi a l'air l'univers. Mais ici on va suivre une petite fille qui rentre vraiment dans un monde à part, un monde unique qui n'est pas celui dans lequel on vit, donc un monde imaginaire de fiction. Et malheureusement, ce monde-là est tellement senti dessous sans queue ni tête que j'en ai perdu le fil de l'histoire. Et malheureusement, disons quand on perd le fil de l'histoire, c'est pas mon signe. Donc pour moi, j'ai donné seulement 3 étoiles. Les illustrations étaient vraiment magnifiques. Ça, je vous le conseille vraiment pour ça. Par contre, ce qui est au niveau du scénario, ça m'a totalement perdue. Donc je peux pas dire que j'ai passé le meilleur moment de lecture de l'année avec cet album-là. Par contre, un de mes meilleurs moments lecture bande dessinée de cette année s'est fait grâce à Onibi, Carnet du Japon, aux ateliers Santo et aux éditions Issei Kinosho. Ici, on va avoir une histoire de 2 amis qui voyagent pour la 2e fois au Japon, donc ils connaissent très bien la région, ils sont vraiment en amour avec ce pays-là et ils veulent découvrir des endroits, donc c'est vraiment leur récit de voyage qu'ils racontent, mais ils vont ajouter une petite touche de fiction. Tout va basculer quand ils vont trouver un appareil photo qui supposément prend en photo les yokai, c'est-à-dire les esprits japonais. On va suivre leurs aventures et on va suivre aussi les petits frissons qu'ils vont nous donner quand il va y avoir des yokai qui vont apparaître un peu partout sur leur pellicule photo. J'ai donné ce livre-là 4 étoiles sur 5. C'était pas un coup de cœur, mais il faut dire que j'ai vraiment passé un excellent moment aussi. Le trait de crayon est vraiment unique, un peu aquarellé, un peu brouillon, mais on sent que c'est quand même voulu, c'est quand même artistique comme démarche. Et ensuite, le dernier album, et non le moindre, il s'agit de L'ombre du golem par Benjamin Lacombe et écrit par Eliette Abécassis.
aux éditions Flammarion. Ici, l'histoire se passe au 15e siècle, alors que les Juifs se font chasser de Prague. On va avoir droit vraiment à une fiction historique avec des faits réels, mais évidemment l'histoire va être bonifiée par un peu de magie et de mystère. Disons qu'il y a un rabbin qui va créer un golem afin de défendre les Juifs contre la menace qui les attend. Mais on va voir ça à travers les yeux d'une petite fille qui s'est vraiment fait une place dans la famille juive du rabbin. Mais il va y avoir quand même des questions qui vont être soulevées par la petite fille. On va essayer de comprendre pourquoi il a été créé, comment il a été créé. Donc c'est vraiment une histoire qui est très sombre mais très intéressante, autant au niveau historique que de savoir comment le mythe du golem a été créé. Pour moi, j'ai passé un excellent moment. C'est vrai que peut-être dans le scénario, il y avait des fois des longueurs. Ce qui a fait baisser un peu ma note. Les illustrations de Benjamin Lacombe sont magnifiques. Comme d'habitude, il n'y a pas de doute. Mais par contre, il n'y en a pas assez. Pour vrai, il y a peut-être des illustrations un peu par-ci par-là, des doubles pages, mais je pense que j'aurais aimé tellement en avoir plus. Donc ça va être tout pour la deuxième partie de mon bilan pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et j'espère que vous avez aimé entendre mes avis sur les lectures que j'ai effectuées pendant le défi. Si vous aussi vous avez participé ou si vous avez lu les mêmes livres que j'ai présentés, vous laisserez savoir ça en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous en bas. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce si ça fait toujours plaisir et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc nous, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!